bonsoir. Vous êtes 6000 inscrits ce soir sur Bibouda. 6000 bonsoirs, bien sûr, un par personne. Ce sera suffisant pour ce soir. Et peut-être que parmi vous, il y en a certains qui se sont dépêchés pour être à ce rendez-vous-ci. Peut-être que vous aviez une dernière réunion juste à la sortie du bureau qui s'est un peu prolongée. Puis vous deviez faire des courses. Et puis, ah oui, vous deviez peut-être faire le plein. Vous savez, faire le plein simplement du réservoir de la voiture. 95, 98, gasoil, vous n'y réfléchissez même plus, tellement vous y êtes habitué. C'est-à-dire que vous donnez à votre moteur le carburant millimétré simplement pour que la voiture puisse tenir toutes les promesses du constructeur. C'est exactement ça que vous faites. La vie mécanique est très bien faite finalement. Dites-moi, j'ai une question pour vous. Cette évidence pour les voitures vous apparaît-elle aussi évidente pour votre corps ou pas? C'est-à-dire que chaque fois que nous nous lançons dans du développement personnel, chaque fois que nous voulons une performance précise, chaque fois que nous nous imposons une formation, un stage, un apprentissage, des techniques, que nous nous lançons dans un milieu concurrentiel, un milieu nouveau, tout à fait inattendu, est-ce que nous n'oublions pas une chose, un détail, je dirais presque une bêtise, le carburant, la qualité du carburant nécessaire. Finalement, notre alimentation devient l'un des fondamentaux de notre santé, mais aussi un fondamental de nos émotions. Et là, vous allez dire, mais comment est-ce possible que l'alimentation puisse influer ainsi sur mes émotions? Ah ben, pour une raison assez simple. Dans notre cerveau, se tiennent par régiment entier 52 catégories de neurotransmetteurs. Et ils vont déclencher l'intervention de 26 sortes d'hormones et chacune est porteuse d'une émotion. Alors simplement un détail, pour construire un neurotransmetteur, il faut des acides aminés, ce sont des briques, c'est tout. Et ces briques, eh bien, elles sont utilisées, ou plutôt elles sont fabriquées au moment de votre digestion, avec un long parcours dans l'intestin. Le mécanisme semble simple, mais pour l'ajuster, c'est autrement délicat. Et c'est ici, si vous voulez, qu'intervient l'invité de ce webinaire. Sylvain Caron, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes là. Bonsoir Thierry, merci pour cette introduction absolument extraordinaire. Je n'étais pas au courant de cette introduction. Mais vous reviendrez avec toute votre science et tout votre savoir, avec de nombreuses explications. Au départ, pourtant, vous êtes kinésithérapeute, ostéopathe du sport, ça c'est votre vocation. Et chemin faisant, vous vous êtes trouvé une deuxième vocation, la passion de transmettre, la passion de partager un savoir. Alors vous avez bifurqué aujourd'hui, si je lis votre passeport jusqu'au bout, vous êtes consultant pour des grands groupes internationaux. Vous intervenez par exemple chez Nestlé, vous intervenez chez Corian, chez Groupe U, chez Perrier, entre autres, bien sûr. Vous intervenez sur beaucoup de thèmes, la prévention des troubles musculo-squelettiques, sur l'organisation professionnelle, sur la gestion du stress, sur les postures de management. Et puis, vous avez écrit un livre également. J'aimerais que vous puissiez le montrer à l'écran, si c'est possible. Livre qui a exactement un an aujourd'hui, Le pouvoir de tout changer. Quelles éditions, s'il vous plaît, Sylvain? Quelles éditions? Édition Idéo. Le pouvoir de tout changer. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir accepté. À vos côtés, une invitée. Vous avez tenu à ce qu'elle soit là. Alors, c'est une ancienne sportive de haut niveau, Béatrice Mouton. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir Thierry. Alors, bonsoir à tous. Bon, deux mots quand même pour vous présenter. Vous aussi, vous êtes né à Annecy, une ville merveilleuse, dans un écrin magnifique. D'ailleurs, c'est une ville qui est appelée la Venise des Alpes. Le sport vous attire très tôt. D'ailleurs, dans votre famille, où il y a des enfants nombreux, tout le monde est attiré par le sport. Le papa le premier d'ailleurs, et puis tout le monde va suivre derrière. Vous particulièrement, ce sera d'abord la natation, mais la natation au long cours, puis ensuite la course à pied au long cours, le vélo, pourquoi pas. Finalement, tout cela se résume dans une discipline, le triathlon, sur courte et sur longue distance. Vous vous entraînez d'ailleurs à un moment donné chez les pionniers de la discipline, c'est-à-dire que vous partez aux États-Unis, vous parcourez ensuite le monde entier de compétition en compétition, Coupe du Monde, championnat,
Et aussi, j'ai lu sur votre CV l'épreuve d'Ironman. Alors ici, pour tous celles et tous ceux qui nous écoutent, Ironman, c'est quoi? Alors, Ironman, c'est maintenant un label, mais avant, c'était avant tout une distance, et ça reste toujours une distance. Bon, ça a été protégé, enfin bref, derrière, il y a une entreprise, mais l'Ironman, c'est la distance phare qui a été née suite à un défi entre Américains, des Marines américains qui étaient sur l'île de Hawaï et qui ont combiné la plus grande distance de natation qui se faisait avec la traversée de la baie d'Honolulu. Donc, il y a 4 kilomètres de natation. Il y a ensuite 180 kilomètres de vélo et on finit avec un marathon. Voilà. Et donc, on enchaîne tout ça. Hein. Et ça, vous l'avez fait. Donc, ça, vous l'avez fait. Oui. Alors, vous nous en parlerez tout à l'heure, bien sûr. Plusieurs fois championne de France de triathlon, championne du monde par équipe, sélectionnée au JO de Sydney 2000. Vous avez vous aussi écrit un livre, Béatrice. J'aimerais que on puisse le voir, le triathlon du débutant à l'Ironman. Voilà. Oui. Si on peut voir. Merci beaucoup pour la régie. Le triathlon du débutant à l'Ironman. Et vous avez suivi des études de management. Après avoir été diplômé 13 ans plus tôt comme ingénieur géomètre topographe, que vous n'avez jamais exercé d'ailleurs. Aujourd'hui, vous êtes consultante en management à Genève. Vous enseignez également dans une école de commerce auprès de sportifs de haut niveau en reconversion. Et vous avez une volonté que vous partagez d'ailleurs avec Silver, accompagner la performance humaine. Et vous témoignerez ce soir. Aujourd'hui, en effet, vous pratiquez toujours du sport, mais plus en compétition. Et votre rencontre avec Silver, il y a 3 ans, vous a fait comprendre un certain nombre de phénomènes, des mécanismes que vous avez vécus et que vous avez expérimentés en compétition et que vous expérimentez encore, bien sûr. Aujourd'hui, les conseils et les méthodes de Silver sont toujours, bien sûr, les bienvenus plus que jamais, car il n'y a pas besoin finalement d'être un sportif de haut niveau pour en avoir besoin. D'un carburant bien dosé, ben oui, nos vies sont actives, elles sont variées, elles sont denses et elles réclament une alimentation ajustée. Alors Silver, pour démarrer, j'ai simplement une question et je vous donne la parole. Question la plus large possible. Quels seraient les 5 piliers oubliés de notre santé et de nos émotions? Merci pour cette très très belle introduction. Et juste, je vais rebondir sur cette notion de voiture parce que c'est une métaphore que j'utilise énormément. Les stagiaires qui me connaissent l'ont déjà vu lors de mes présentiels. Je compare toujours l'être humain à une Formule 1 ou à une Ferrari. Une Ferrari, pourquoi? Parce qu'une Ferrari, c'est une magnifique voiture qui est merveilleuse, qui est extrêmement puissante, mais qui est fragile. Et l'être humain en est exactement de même. Nous sommes puissants, mais nous sommes fragiles. Et si dans une Ferrari, en effet, qui devrait carburer, par exemple, à l'éthanol ou au samplon 98, samplon 98 pour nos amis belges et nos amis suisses que je salue, si on ne met pas le bon carburant, si on met du diesel, la Ferrari va commencer à faire des pannes. Pas parce qu'elle est fragile, mais juste parce que je ne mets pas le bon carburant dedans. Et les pannes, nous, c'est la même chose, sauf que les pannes, nous, ce sont les TMS, ce sont les pathologies diverses et variées qui vont se mettre en place, c'est le stress, le burn-out, etc., etc. Donc, ça va aller taper à la fois dans la physiologie, dans la santé, mais aussi dans les schémas émotionnels. Et on le sait au jour d'aujourd'hui, les experts mondiaux nous le disent, presque entre 75 et 80% des pathologies dites de civilisation à travers le monde, c'est-à-dire toutes les pathologies qu'on retrouve à travers la planète, sont liées à nos modes à nos modes alimentaires. Je vais pas dire sont dues, mais sont liées. C'est-à-dire que nos modes alimentaires vont impacter la mise en place de ces pathologies, qu'elles soient d'ordre émotionnel ou qu'elles soient d'ordre physiologique. C'est un petit peu comme si le terrain était fragilisé. Donc, du coup, les schémas qui mettent en place ces pathologies, que ce soit des schémas émotionnels liés à des conflits émotionnels ou que ce soit des schémas mécaniques liés à des sollicitations mécaniques ou environnementales, vont pouvoir s'ancrer sur un terrain qui est en fait un terreau fertile à la mise en place de ces pathologies, tout simplement parce que la physiologie n'est pas respectée, et notamment cette alimentation. Donc, dans mon travail de
d'accompagnement, on va dire, de l'humain. Je travaille beaucoup sur l'humain, que ce soit en formation, vous l'avez dit, mon cher Thierry, mais que ce soit aussi au travers de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur. L'humain, pour moi, est fondamental. Et dans cet accompagnement de l'humain, pour en fait tirer cet humain vers le haut, pour lui donner toutes ses capacités de pouvoir s'adapter à toutes les contraintes que l'on va vivre au quotidien, qu'elles soient émotionnelles ou physiologiques, ou environnementales, ou sociétales, ou posturales, peu importe. J'ai déterminé ces 5 clés, qui sont 5 clés fondamentales dans notre équilibre, dans notre capacité d'adaptation. Je vais donc les décliner, et à chaque fois, je vais vous expliquer le lien qu'il y a entre ces clés et la physiologie, donc la santé, le terrain qui va être, on va dire, fragilisé, et puis les schémas émotionnels qui vont aller derrière au travers de ces fameux neurotransmetteurs dont vous parliez tout à l'heure, Thierry, qui vont venir donc perturber notamment une neurohormone majeure qui est à la base de toute la construction, on va dire, neurohormonale que l'on a derrière, qui est notamment notre sécrétion de cortisol, et qui va venir, tout comme ça viendra impacter un sportif au travers de ses épreuves, au travers de son adaptation à l'effort et au travers de sa vision, de sa projection dans la victoire, ce taux de cortisol va impacter monsieur et madame tout le monde dans sa vie de tous les jours, que ce soit en tant que collaborateur, salarié, manager, sa capacité à pouvoir manager, à s'adapter aux autres et aux contraintes du management, mais tout simplement aussi monsieur et madame tout le monde dans sa vie de tous les jours, parce que vivre une vie de tous les jours, avec les contraintes qui arrivent sans arrêt, émotionnelles, posturales, physiologiques, etc., etc. Pour notre cerveau, c'est comme si nous faisions un sport de très très haut niveau. J'utilise toujours cette métaphore. Une femme qui se lève le matin, comme j'en connais bon nombre dans les entreprises dans lesquelles je vais intervenir, qui se lève le matin à 6 heures du matin, 5h30, qui prépare les enfants, qui dépose les enfants à la crèche, qui va travailler, qui ensuite monte, descend, pousse, prend, tire, revient, repart, remonte, piétine, sans arrêt toute la journée, qui à 17h, 16h30 s'arrête, va chercher les enfants, fait les courses, les devoirs, prépare à manger, étend le linge, et qui se laisse tomber dans le canapé à 21h30 en disant « Ah, quelle journée !» Pour le cerveau de cette femme, les contraintes ont été énormes, et pour moi, en tant que kiné et en tant qu'ostéopathe, elle a subi tout autant d'efforts, de contraintes et de mise on va dire, en sollicitation qu'un sportif de haut niveau, par exemple qu'un footballeur, qui va travailler 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Donc, c'est vraiment pour comprendre que le cerveau fonctionne comme ça, comme vous le disiez tout à l'heure, et donc il a besoin de ces 5 piliers. Le premier pilier dans cette adaptation, et avec, à chaque fois, je vais vous donner le lien physiologique sur la santé et le lien sur les émotions, c'est notre hydratation. C'est plus une nouveauté maintenant, j'en parle régulièrement, j'en ai parlé dans le tout premier webinaire que j'ai fait le 25 juin. Beaucoup de gens, quand j'interviens, me disent « Non, mais moi, il n'y a aucun problème, je suis parfaitement bien hydraté, je bois 1,5 litre d'eau par jour. » Le problème, c'est que on peut boire 1,5 litre d'eau par jour et être en déshydratation majeure, parce que une grande partie de notre hydratation ne vient pas que de l'eau que l'on boit. Je connais beaucoup de gens, je vais juste citer un chiffre qu'on a dans notre pays, en France, et moi ça me choque un petit peu en tant que thérapeute, c'est que 95%, 95% de la population souffre de discopathie. Discopathie C5, C6, c'est devenu tellement classique qu'on nous dit que ce sont des discopathies fonctionnelles. Le problème, c'est que quand vous étudiez un petit peu en anatomophysiologie, anapathe dans des pays du tiers-monde, comme l'Afrique, etc., vous vous rendez compte que ces gens n'ont pas de discopathie C5, C6. Les femmes africaines qui portent 80 kilos sur la tête pour amener leur récolte n'ont pas de discopathie C5, C6. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus hydratées que nous. Et un jour, un médecin urgentiste, je faisais un séminaire à Bordeaux avec des médecins urgentistes au CHU de Bordeaux, enfin à côté du CHU de Bordeaux, et le médecin me dit mais c'est vrai que tout ce que vous me dites concernant les disques, parce que les disques c'est quand même composé à plus de le noyau discal, c'est 99% d'eau, c'est quasiment que de l'eau, et l'eau est incompressible. Et ces gens n'ont aucune discopathie. Et pourtant, ces gens ne boivent pas d'eau. Et en fait, si on gratte un petit peu, on comprend que une grande partie de notre hydratation vient justement de notre alimentation. Que l'eau que l'on boit en grande partie, et les sportifs le savent très très bien, et Béatrice pourra en parler tout à l'heure, parce que je sais qu'elle a des anecdotes concernant cette eau,
Et ben, tout simplement, cette eau sert principalement à drainer, à éliminer les toxines, à drainer ces toxines qu'on fait rentrer en permanence dans notre corps, et on va voir comment tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une grande partie de notre hydratation vient de notre alimentation, c'est-à-dire des fruits, des légumes et des aliments germés. Au travers, bien sûr, de quoi? Ben, au travers des fibres qui vont venir dans notre intestin grêle, permettre dans les process de digestion une absorption et une rétention de cette eau. Sinon, si on boit ou si on mange des fruits, des légumes ou des aliments germés trop cuits ou pressés ou à l'extracteur de jus, tout simplement sans les fibres, la capacité de pouvoir hydrater, elle diminue. Et on comprend mieux quand on voit les chiffres, notamment de l'OMS, quand on voit le potentiel, on va dire, hydrique alimentaire des Français, on est à peu près 95% à être en dessous des préconisations de l'OMS dans nos apports en fibres. C'est-à-dire, on est en dessous on est 80% à être en dessous de 60% d'apport. Ce qui fait que, du coup, il faut pas s'étonner qu'on soit majoritairement déshydraté. Alors, le lien avec la santé, tout simplement, des études ont été réalisées, notamment par c'est une étude qui a été faite il y a très 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 longtemps, on va dire, très longtemps, dans les années 70, et qui a duré 35 ans sur l'hydratation cellulaire. Et on s'est rendu compte que une cellule, quand elle était hydratée, elle vivait ad vitam aeternam. Il y a une étude qui a été faite sur les cellules poulets qui sont censées durer 11 ans et qui, en fait, en maintenant l'hydratation, sont restées vivantes et toujours au même état, on va dire, de développement qu'à l'origine, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle se dégradait, elle s'auto-régénérait. Et cette étude a duré 35 ans. Elle a été faite au Rockefeller Center par une équipe américaine. Et donc, ils ont mis en évidence qu'une cellule, entre guillemets, tant qu'elle était hydratée, elle était quasiment, on va dire, immortelle. C'est-à-dire qu'elle s'auto-régénérait à vitam aeternam. Alors nous, on ne peut pas hydrater toutes nos cellules. Forcément, on en a 50 000 milliards. C'est difficile de tout hydrater de façon uniforme. Mais c'est pour ça donc on vieillit, que les cellules vieillissent et que les cellules meurent et que les pathologies se mettent en place et le vieillissement. Par contre, cette étude a permis de comprendre pourquoi, en fonction des différentes régions du monde, des régions du monde comme le Japon, Okinawa, où les gens ont une alimentation très 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 riche en eau, pourquoi ces gens-là vivent plus longtemps qu'en Occident, nous avons une alimentation qui est pauvre en eau. Pourquoi les animaux carnivores sont des animaux qui ont une alimentation très pauvre en eau, sont les animaux qui vivent beaucoup moins longtemps que les animaux herbivores ou qui mangent des baies, des racines, qui vivent jusqu'à 300 ans. Enfin bref, cette hydratation va permettre donc la régénération cellulaire. Et l'impact d'un point de vue émotionnel, tout simplement parce que nous sommes tapissés d'un système que les ostéopathes connaissent très 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 bien, qui est le système membraneux, qui est en fait une expansion de la membrane méningée durmérienne. Vous savez, on a 3 méninges, la pimaire, la plus profonde, qui tapisse le système nerveux, l'arachnoïde entre les deux, qui est une méninge qui vient suspendre, et la durmère, qui est la méninge la plus externe, qui vient s'accrocher à la structure osseuse et qui vient stabiliser, que ce soit au niveau crânien, au niveau vertébral, jusque quasiment en bas, jusqu'au sacrum. Et dans le développement embryologique, on a des expansions de cette membrane-là, durmérienne, qui vient former ce qu'on appelle les fascias, les membranes, les aponevroses. Et notre corps est tapissé de ce système aponevrotique. Et notre système aponevrotique est un système qui n'est pas du tout extensible. C'est un peu, vous savez, la peau qu'on voit sur le poulet, là. Quand on ouvre un poulet, on enlève la peau, il y a une espèce de membrane blanche. C'est cette membrane qui nous recouvre à différents niveaux, superficiels, moyens, profonds, la plèvre, le péritoine, les accolements entre les différents organes, tout ça, les systèmes tendineux, tout ça, c'est du fascia. Et notre système fascia, il est adaptable. Il a une certaine mobilité, souplesse. Il n'est pas étirable, mais une certaine souplesse. Et et en fait, ce système membraneux, c'est la clé de voûte de notre adaptation. Qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit posturale, physique, qui va nous permettre de pouvoir nous adapter aux contraintes émotionnelles ou aux contraintes physiques. Et dès que nous sommes en déshydratation, que le corps va aller puiser dans ses réserves pour pouvoir alimenter les organes vitaux qui ont besoin de cette eau vitale, de cette or bleue, dès que nous sommes en déshydratation, le corps il va aller puiser, bien sûr, dans les disques intervertébraux, plus de 30 étages, donc des tassements discales, pincements discales qui se mettent en place. Et surtout, il va aller puiser dans le système musculo-tendineux et membraneux. Et mon système membraneux, qui est très souple, va commencer à se densifier
à devenir de moins en moins souple et donc ma capacité d'adaptation émotionnelle va commencer à être restreinte. Et dès que je vais subir une contrainte émotionnelle ou posturale, ben soit je vais me bloquer, soit je vais désadapter d'un point de vue émotionnel. On connaît beaucoup de gens, et beaucoup de gens le savent parmi les spectateurs, et c'est des gens qui viennent nous voir d'ailleurs en ostéopathie, qui font des torticolis, qui font des lumbagos juste sur des chocs émotionnels. C'est-à-dire une grosse peur, une grosse contrariété, et clac, ça bloque au niveau lombaire. Et ce qui fait ce blocage, c'est principalement ce système membraneux qui n'a pas su s'adapter à cette contrainte émotionnelle ou posturale. Donc ça, c'est le premier grand fondamental, l'hydratation. Absolument. C'est donc le premier fondamental, c'est l'hydratation. Après, il y a donc un deuxième pilier qui est absolument énorme, parce que les gens, et Béatrice par contre, et les sportifs sont très sensibles à ça, c'est le pilier toxinique, les apports toxiniques. Pourquoi ? Parce que quand on fait une surcharge d'efforts physiques, on fabrique énormément de toxines, notamment l'acide lactique, que notre corps ensuite doit éliminer, et donc il faut drainer. C'est pour ça qu'il faut boire beaucoup quand on fait du sport pour pouvoir drainer, parce que sinon, c'est directement les muscles et les articulations qui vont en pâtir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces toxines, on passe notre vie à en faire rentrer dans notre corps. C'est bien d'avoir de limiter, par exemple, d'avoir des apports en toxines pas trop élevés. Mais le problème, c'est qu'on les draine pas assez. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va drainer en buvant. Sauf que la plupart des gens apportent trop de toxines au quotidien dans leur corps. C'est un petit peu comme si vous mettiez une essence qui était polluée. Vous savez, une essence de bas de prix qu'on va trouver dans certains magasins qu'on va pas citer, mais qui ont des essences un peu pour faire baisser les prix. Et du coup, cette essence-là, contient on va dire des particules qui peuvent être mauvaises pour le moteur. C'est exactement la même chose avec notre corps. C'est une alimentation qui est trop toxinique. Mais il n'y a pas que l'alimentation qui amène les toxines. Hein. Attention, il y a le sport bien sûr, mais il y a la pollution, il y a le stress, il y a les prises médicamenteuses, il y a ce qu'on se met sur la peau avec les sels d'aluminium, les parabènes, etc. Alors que les choses soient bien claires. Hein. Je dis pas et je dirai jamais qu'il faut pas se laver, qu'il faut pas mettre déodorant, qu'il faut sentir le bouc et avoir les cheveux comme ça. C'est pas ça du tout. C'est juste qu'il faut avoir un minimum, on va dire, d'attention portée à ce qu'on se met sur la peau. Déjà, à savoir, sans parabènes, sans sel d'aluminium, sans dérivés chimiques, etc., etc. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment, même en grande surface, c'est quasiment partout qu'on trouve ces déclinaisons-là. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que pas tout le monde met des produits chimiques. Pas tout le monde vit en situation, en endroit pollué. Pas tout le monde fait du sport, ça se saurait. Et pas tout le monde prend des médicaments. Par contre, il y a une chose que tout le monde fait, tout le monde mange. Et à partir de là, l'alimentation devient la première source, pour moi, en apport toxinique, notamment au travers des produits phytosanitaires, qui ont augmenté, et on le sait, de façon exponentielle sur ces 30 dernières années, entre 80 et les années 80 et les années 2010. Ça a été une course en avant, on va dire, à l'utilisation des produits phytosanitaires. Au travers des additifs, au travers de tout ce qu'on met dans notre alimentation. Mais attention, notre corps est conçu pour éliminer tout ça. Donc, c'est à moindre mal, on va dire. Surtout qu'il y a des outils, au jour d'aujourd'hui, des façons de faire, on va dire, très simples, pour pouvoir retirer, par exemple, des produits phytosanitaires et des pesticides. On sait comment rendre les pesticides dans nos fruits et dans nos légumes. Ils sont attirés, c'est un phénomène d'osmose, ils sont attirés par l'eau, ils vont pénétrer, quand ils sont vaporisés, ils pénètrent à l'intérieur du fruit attirés par l'eau. Tout simplement, le seul moyen de pouvoir retirer à peu près 80% de ces pesticides de nos fruits et de nos légumes, c'est de remettre la plus forte concentration en eau à l'extérieur. Sauf que, on le sait, mais personne ne le fait. J'ai l'impression d'être un extraterrestre quand j'arrive dans ma famille et que tout simplement, quand j'arrive avec mes courses, je fais tremper mes fruits et mes légumes dans un bac d'eau avec un peu de vinaigre blanc. Et on me regarde avec des yeux comme ça, surtout quand je dis, je vais les laisser 40 minutes. Parce que si en France, la directive sanitaire dans les collectivités, c'est de laisser tremper les fruits et légumes 15 minutes, et c'est une obligation légale pour tout ce qui est collectivité, si je veux retirer 80% des pesticides, je les laisse tremper à peu près 40 minutes. Et pendant ce temps-là, je range mes courses, mes surgelés, etc. Et puis après, un coup de rinçage,
j'essuie et je range. Mais au moins, quand je mange mes fruits, je peux les manger comme ça. Et une grande partie des pesticides sont partis. Donc, ces pesticides, c'est un moindre mal parce que c'est un petit peu, on va dire, normal. Enfin, normal, entre guillemets, il n'y a pas de normalité, mais même s'il y en a un peu trop, on arrive à s'en défaire un petit peu. Du moins, à ne pas se laisser trop agresser par ces produits phytosanitaires. Par contre, l'alimentation de tous les jours, elle, même saine, même bio, même végétarien, non, même bio, peut apporter énormément on va dire, de mal-être. Je prends un exemple. Pardon, oui. Vous voulez me poser Du tout. Non, on vous écoute, Sylvain. Je prends juste un exemple. Une des viandes, une surconsommation. En France, on est dans une surconsommation. Alors, je le redis, hein, je le dirai toujours. Le problème n'est pas ce que l'on mange. Le problème, c'est que quand on mange quelque chose, très souvent, enfin, quand on consomme quelque chose, très souvent, on en consomme trop grosses quantités. Quand on prend des produits laitiers, on en consomme trop. Quand on mange de la viande rouge, on en consomme trop. Quand on boit de l'alcool, on en boit trop. Si on boit des sodas, on en boit trop. Le fait de consommer avec modération ne va pas forcément impacter. Par contre, c'est la surconsommation qui impacte. Et je prends l'exemple de la viande rouge. La viande rouge, c'est une viande qui est hyper toxinique. On le sait, elle est énormément chargée en acide urique. Les sportifs le savent. S'ils veulent être sûrs de faire des tendinites, de faire des problèmes musculo-tendineux, ben, ils n'ont qu'à manger de la viande rouge. Comme ça, c'est quasiment couru d'avance. Ils auront ces problèmes-là qui sont liés à l'effort qui vont apparaître. Et en fait, cette surconsommation va venir impacter. Mais il n'y a pas que la surconsommation de viande rouge, il y a la qualité aussi de ce que l'on va manger. Quand on mange trop de poulet, ben du coup, qu'est-ce qu'on fait? On achète du poulet premier prix pour pas que les budgets explosent. Quand on mange de la viande, on achète de la viande premier prix surgelée pour pas que les budgets explosent. Quand on mange du poisson, on prend des poissons toujours les mêmes, le thon, l'espadon, les machins, etc. Pensant bien faire, alors que tout ça, ça fait monter le taux de toxines. Et ces toxines, parce que bon, je reviens sur les poissons, si on mange du poisson, il vaut mieux manger, c'est un petit conseil entre nous, privilégier les petits poissons, les maquereaux, les sardines, les rougets, les harengs, les tout petits, ceux qui ont un très très bon ratio oméga 3, oméga 6, et non pas un ratio disproportionné comme pourrait avoir le thon ou l'espadon, qui sont en plus des poubelles à toxines. Donc, tout ça, on n'a pas conscience, mais ces toxines qui viennent au travers de tout ça, au niveau des produits laitiers, au travers des produits laitiers, au travers des protéines animales, cette surconsommation, cette course en avant à la protéine animale, elles vont venir se localiser où, ces toxines? Eh bien, tout simplement sur nos articulations, sur nos muscles, et surtout, enfin, nos psoas, etc., mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules, et surtout, dans notre système membraneux aussi. Et notre capacité de pouvoir s'adapter émotionnellement et physiquement va commencer à diminuer. Les pathologies vont commencer à arriver, à se mettre en place. Ça, c'était le deuxième pilier. Et puis, il y a un troisième pilier qui est encore plus important que ça, parce qu'il va vraiment aller taper sur le système neuro-hormonal. Les deux premiers, pas trop. Par contre, le troisième et le quatrième vont venir véritablement impacter tout notre système, on va dire neuro-endocrine, neurovégétatif, physiologique, enfin tout, à tous les niveaux. Le troisième pilier, c'est quelque chose qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Ce fameux équilibre acido-basique, c'est-à-dire cette notion de pH. Je ne sais pas si la plupart des spectateurs connaissent ou pas, on a tout ce qui existe dans l'univers est régi par un pH. Et il y a, vous savez, le pH neutre à 7, comme le pH urinaire, le pH des piscines. pH neutre à 7, tout ce qui est en dessous de 7, eh ben, c'est un pH acide, de 0 à 7, et tout ce qui est entre 7 et 14, ça devient un pH alcalin, basique. Toute structure vivante, minérale, végétale ou animale, qui existe dans l'univers est régie par cet équilibre. Là, acido-basique. Et si on perturbe l'équilibre acido-basique d'une structure, elle commence à désadapter et elle meurt. Je prends un exemple, le coup des petits poissons dans l'eau.
Si je prends des petits poissons, je les mets dans une eau avec un pH bien équilibré, les petits poissons sont heureux, tout va bien. Si je commence à mettre de l'acide dans cette eau et à virer en acidose, les petits poissons, l'eau commence à devenir verte et les petits poissons, on les retrouve quelques jours après, ils ont tous le ventre à l'air et ils sont tous morts. Tout simplement parce que j'ai perturbé l'équilibre acido-basique de ces petits poissons. C'est exactement la même chose avec nos cellules. Nos cellules vivent dans un pH, dans un milieu, un environnement doit être équilibré et qui est normalement équilibré selon les process de la nature. Le problème, c'est qu'on a besoin de personne pour se déséquilibrer soi-même. On le fait très, 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 très bien tout seul au travers notamment de notre alimentation et puis de tout ce qu'il y a, l'environnement, la pollution, le tabac, les prises médicamenteuses, tout ça, ça nous met en acidose. Mais encore une fois, tout le monde ne prend pas des médicaments, tout le monde ne fait pas de sport ou tout le monde n'est pas dans un endroit pollué. Par contre, tout le monde mange. Et notre alimentation en tant qu'occidentale, à la différence et au distinguo avec l'alimentation asiatique, notamment japonaise, ou avec beaucoup d'algues, beaucoup de légumes, etc., notre alimentation est principalement acidifiante. Et dès qu'on va être sur une alimentation acidifiante, et bien comme ces petits poissons, toutes nos cellules vont s'enflammer. Elles vont s'enflammer, elles vont s'enflammer, elles vont s'enflammer, et puis elles vont mourir. Sauf que pareil, on a 50 000 milliards de cellules, on n'est pas mort, mais c'est la mise en place des pathologies qui vient ensuite, le terrain vient favoriser pour peu qu'il y ait un facteur ensuite extérieur qui vienne agresser, qui vienne déclencher, qui soit d'ordre émotionnel ou physique, la pathologie va se mettre en place. Et dès que la pathologie va se mettre en place, les cellules vont commencer à s'enflammer, et les cellules vont mourir. Je prends un exemple, juste pour comprendre, d'une pathologie qui est très, très, très souvent, qui est trop souvent mise sur le compte du stress. Quand les médecins, quand les patients vont voir leur médecin pour dire, voilà, j'ai cette pathologie-là, le médecin dit, cherchez pas, vous êtes stressé. Et c'est tout, sauf le stress. Ça peut être le stress aussi, mais le stress est le facteur déclencheur. Le terrain, c'est pas le stress. Le terrain, c'est quoi? Eh ben, quand on a un estomac qui a un pH à 3,5, sachant que le pH de l'estomac des animaux carnivores, c'est 1, que 98% de leur digestion se fait dans leur estomac. Quand on a un pH à 3,5 et qu'on passe son temps à manger des protéines animales, comme je disais tout à l'heure, qu'on est dans une surconsommation de protéines animales, que fait notre pH digestif de l'estomac? Le pH des sucs gastriques va commencer à descendre de plus en plus acide pour se rapprocher, pour pouvoir tout simplement digérer la protéine animale, parce qu'une protéine animale ne peut être digérée que dans un milieu acide. Et il va commencer à descendre. Sauf que il va descendre jusqu'à 2, à peu près 2, 2,5. Il descendra jamais plus bas parce que sinon on meurt. Par contre, les cellules de notre environnement, c'est-à-dire les cellules de notre estomac, elles sont conçues pour un pH à 3,5. Et quand le pH descend, mais que font les cellules? Modification de pH, acidose, les cellules s'enflamment. Et donc on a des gastrites. C'est le médicament quand même le plus vendu dans le monde occidental, le Malox, le Gaviscon, loin devant les antidépresseurs, loin devant les antalgiques. Et on commence à avoir des gastrites. Et puis quand vraiment ces cellules sont très enflammées et que le pH est vraiment descendu, eh bien les cellules elles meurent. Et là on fait des ulcères à l'estomac. Et quand on va consulter, tout simplement on nous dit c'est le stress. Calmez votre stress, vous aurez moins de gastralgie. Non, c'est pas le stress. Je suis désolé pour ceux qui ne peuvent pas l'entendre, mais c'est principalement lié. Le terrain, j'entends, qui est lié à cette pathologie, qui est donc la gastrite ou l'ulcère à l'estomac, c'est principalement le terrain acide. C'est l'acidose. C'est l'acidose qui est liée à l'alimentation, notamment trop de protéines animales. En France, on est quasiment au travers des gâteaux, des pâtisseries, des viennoiseries et de tout ce qu'on mange, on frôle les 50-60% d'apport en protéines animales pour certaines personnes. Alors qu'on devrait normalement ne jamais dépasser 15%, l'équivalent d'une petite main de protéines animales. Les apports humains, c'est 40-30-30, 40% de glucides complexes, 30% de lipides et 30% de protéines mélangées, protéines animales, végétales. Et quand on est dans une surconsommation de protéines animales, eh ben, il n'y a pas à tortiller. Tout le système cellulaire s'enflamme, les cellules s'enflamment et les pathologies viennent en place, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mécaniques ou qu'elles soient d'ordre émotionnel derrière, parce que c'est toute notre structure cellulaire qui part derrière en acidose et en inflammation.
Donc, on comprend un petit peu cet équilibre acido-basique et on comprend que tout simplement en jouant sur notre alimentation, parce que c'est le premier bras de levier qu'on a, c'est notre alimentation, avec des règles très simples à respecter que je donne dans mes séminaires, que je donne en formation, que je donne sur la formation dont on parlera tout à l'heure, on arrive très facilement à corriger. Et je ferai le lien, entre cela et l'épigénétique à la fin, si vous le permettez Thierry, tout simplement parce que j'ai vu et j'ai connu et j'ai accompagné des stagiaires en entreprise, dans les groupes dont vous citiez tout à l'heure, qui sont en plus des personnes soignantes, donc qui sont des thérapeutes, qui avaient des pathologies, notamment des pathologies génétiques, HLA-B27 pour ne pas le citer, le gène de la spondylarthrite ankylosante, et qui ont vu leur pathologie en changeant principalement leur équilibre acido-basique, qui ont vu la pathologie disparaître, toujours active, hein, le gène est toujours présent, par contre le gène s'est désactivé. Et là on rentre dans le cadre de l'épigénétique, dont j'aimerais parler tout à l'heure pour finir ces 5 piliers. Une chose quand même, Silver, c'est, on a bien compris, il nous faut un équilibre acido-basique, pardon, et néanmoins, cela conduit à quel type d'émotion perturbée, si on va jusque-là? Tout notre système, alors le système émotionnel va, va être en grande partie lié au vécu de la personne. Donc, les émotions vont être, vous savez, on fonctionne pas tous, et vous l'avez cité tout à l'heure, acétylcholine, dopamine, ocytocine, on fonctionne pas tous sur les mêmes types de neurotransmetteurs. On est toujours sur des prédominances de neurotransmetteurs, GABA, acétylcholine, etc., qui sont liés, on va dire, à notre vécu et aux voies neuronales que notre cerveau a programmées tout au long de notre, on va dire, enfance, petite enfance, vie intra-utérine, petite enfance, voire mémoire familiale avant, petite enfance et vie d'adulte, etc. Et on s'est programmé des voies neuronales qui font qu'on a des mécanismes de réaction qui vont être, dans certains cas, qui vont être liés à certaines émotions et dans d'autres qui vont être liés à d'autres émotions. Ces schémas émotionnels qui sont donc liés à notre cerveau limbique, notre cerveau émotionnel, sont très, très fonction, on va dire, du vécu. Et ce terrain acido-basique va venir, on va dire, exacerber les process dans lesquels la personne est majoritairement. Elle va pas déclencher tel type d'émotion ou tel type d'émotion, elle va juste venir fragiliser. Encore une fois, je parle de terrain. Vous savez, je dis toujours, pour qu'une pathologie existe, pour qu'une pathologie se mette en place, en tant que thérapeute, là je vais parler, il faut plusieurs vecteurs. Il faut un facteur déclencheur, donc soit émotionnel, soit postural, soit traumatique, soit environnemental. Il faut un terrain qui le favorise, et il faut une émotion, ce qu'on appelle un conflit émotionnel, qui va venir ancrer ça. Et l'état d'acidose va venir fragiliser le terrain. C'est-à-dire que dès que le terrain est fragilisé, à partir du moment où le terrain est fragilisé, boum, l'émotion va avoir du mal et va pouvoir libérer, va venir créer le conflit, qui va être le conflit physiologique et l'expression du corps, les mots MAUX, qui vont venir de façon consciente, enfin remettre à la conscience de la personne ce qui est en elle de façon inconsciente. Quand on est sur des conflits émotionnels et qu'on n'a pas conscience des schémas émotionnels dans lesquels on est, qu'on fonctionne, comme j'ai toujours, l'être humain fonctionne en mode automatique, sans jamais dans la conscience de ce qu'il fait, il n'est pas dans la conscience de ce qu'il dit, il n'est pas dans la conscience de ce qu'il mange, il n'est pas dans la conscience de ce qu'il entend quand il écoute parler les gens, il n'est pas en écoute active, etc., etc. Il n'est pas dans la conscience de son corps, de son ressenti, de ses 5 sens, etc., etc. Quand on n'est pas dans la conscience des choses, ces conflits émotionnels vont basculer, on va dire, dans l'inconscient. C'est notre cerveau limbique. Et dès que ces conflits ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas remonter à la conscience, c'est le corps qui va le verbaliser. Sauf que pour que le corps puisse le verbaliser, dans son physique, dans son corps, dans son être cellulaire, il faut que le terrain le favorise, il faut que le terrain le permette. Et ce sont notamment cet état d'acidose, tout comme ça va être l'hypercortisolémie dont on va parler juste après,
qui va permettre cette inflammation cellulaire. Vous savez, je prends encore une fois un exemple d'une pathologie qui est en grande partie, pour beaucoup, liée à nos schémas émotionnels, le cancer. Un cancer, on a tous des cellules cancéreuses en nous, sauf qu'on les développe pas tous. Pour développer un cancer, il faut qu'il y ait une émotion, mais il faut aussi qu'il y ait un terrain inflammatoire. Pour que la cellule puisse se développer, il faut que la cellule soit enflammée. Dixit, docteur David Servan-Schreiber. Il fallait vraiment que la cellule s'enflamme. Et ce qui permet l'inflammation cellulaire, c'est en grande partie cette alimentation, au travers notamment de ces états d'acidose et de ces états d'hypercortisolémie dont on va parler après. Silver, on a donc déjà vu 3 fondamentaux, l'hydratation, l'apport toxinique, dites-vous, et enfin l'équilibre acido-basique. Quatrième fondamental, tourné évidemment vers l'alimentation, où sont des équilibres. Alors, le quatrième fondamental qui pour moi est un des plus importants parce que on est confronté en permanence dans notre monde occidental, c'est le fameux index glycémique. C'est-à-dire, l'index glycémique, c'est quoi? C'est la capacité qu'ont nos aliments à pouvoir faire monter notre glycémie, c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang. Et tous les aliments n'ont pas le même index glycémique. Et il y a des grandes surprises en matière de ces aliments. Mais pourquoi? Tout simplement parce que dès qu'on est sur une alimentation à fort index glycémique, j'aime citer à chaque fois le coup de la carotte crue, la carotte bio, qui est un alicament et qui fait énormément de bien quand on la mange crue. Par contre, dès qu'on la mange cuite à la vapeur et que les fibres sont détruites, la même carotte bio peut devenir un véritable poison avec un index glycémique qui monte à 85, alors que l'index glycémique du sucre raffiné, c'est 70, 70. Et donc, l'impact est considérable. Pourquoi? Parce que dès qu'on est sur une alimentation, et la plupart des Européens, des Occidentaux, qu'ils soient nord-américains ou qu'ils soient européens, sont sur une alimentation hyperglycémiante. Dès qu'on est sur des index glycémiques trop élevés, on va avoir tout simplement notre pancréas qui va travailler et qui va sécréter de l'insuline pour pouvoir assimiler et transformer ces sucres en lipides. Le problème, c'est que dès qu'on est en hyperinsulinie, on va immédiatement être en hypoglycémie réactive, c'est-à-dire qu'il va y avoir un pic d'hyperinsulinie et suivi immédiatement d'une hypoglycémie proportionnelle et réactive. Et notre souci, et on n'en a même pas conscience, c'est que dès qu'on est en hypoglycémie, notre corps va sécréter une hormone majeure qui est le cortisol. Et le rôle du cortisol, c'est de refaire remonter la glycémie. C'était chez nos ancêtres, il y a des dizaines de milliers d'années. Si on est aujourd'hui présent à échanger au travers d'un écran, c'est parce qu'on est la digne lignée de ces ancêtres-là qui ont utilisé ce cortisol, notre meilleur ennemi, pour pouvoir rester en vie. C'est ce qui fait remonter la glycémie, donc c'est ce qui permet d'avoir l'énergie, la pêche, de pouvoir combattre ou fuir. Et donc, c'est grâce à ce cortisol. Le problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, les sources de stimuli de cortisol et donc d'hypercortisolémie sont complètement démultipliées au travers de tout ce que l'on vit. Bien sûr, tous nos schémas émotionnels et tout ce que notre cerveau enregistre comme étant un danger dans notre vie de tous les jours. On n'a plus de lions avec des dents comme ça qui viennent nous attaquer. On n'a plus les tribus adverses qui viennent violer nos femmes et tuer les hommes. Par contre, on reçoit les feuilles d'impôt, on reçoit les avis d'URSSAF, on reçoit les notifications concernant le Covid, etc., etc. Et tout ça, c'est source de stress, donc de montée de cortisol. Mais s'il n'y avait que ça serait extraordinaire. Notre souci, c'est qu'on vient rajouter des couches aux couches existantes, et notamment au travers de notre alimentation. Et dès qu'on va être sur une alimentation hyperglycémiante, et c'est ce que font quasiment tous les gens, en n'étant pas dans cette conscience-là, encore une fois, dès qu'on est sur une alimentation hyperglycémiante, on va être dans des pics de cortisol et dans des hypercortisolémies réactives fondamentales et énormes. Et dès qu'on est en hypercortisolémie, les process inflammatoires, le cortisol, c'est ce qui va faire flamber tous les process. Les gens vont commencer à faire des tendinites. Tout ce qui est en hit, tendinite, cellulite, otite, rhinite, pharyngite, bronchite, etc., etc. Mais surtout, vont venir inflammer les cellules. Et là, j'aime à citer, je la cite très très souvent, la métaphore de l'orange. Quand on prend un fruit et qu'on le presse, il ne sort de ce fruit que ce qu'il a en lui. Il va pas sortir du jus d'un autre fruit. Il va pas sortir du jus de fraise ou du jus de framboise. Il ne sort que du jus d'orange. Et dès qu'on met quelqu'un sous pression
que cette pression, elle soit environnementale, sociétale, posturale ou émotionnelle, et que de cette personne, il sort du mal-être, il sort du stress, il sort de l'angoisse, il sort des inflammations et des douleurs, c'est que ces inflammations, ces douleurs, ce stress, ces angoisses sont intégralement en lui. Les autres, les situations, les événements ne sont que le presse-agrumes. Et je sais que ça ne me vaut pas que des amis quand je dis ça, parce que je reçois des messages d'insultes par rapport à des gens qui vivent des choses très difficiles et qui le vivent très très mal et qui ne se sentent pas responsables et ils ne sont absolument pas, entre guillemets, coupables de ce qui leur arrive. Par contre, on a la responsabilité de ce qu'il y a en nous, intrinsèquement. Et la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter aux événements qui soient d'ordre émotionnel ou physiologique, physique, cette capacité-là, elle est de notre responsabilité. J'adore la phrase du Dalai Lama, je la cite tout le temps, dans tous les webinaires, je la cite. L'important dans la vie, c'est pas tant ce qu'on vit, l'important dans la vie, c'est la vision que l'on a de ce qu'on vit. Et je rajoute, l'important dans la vie, c'est la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter et donc la vision qu'on a de la vie. Deux personnes peuvent vivre les mêmes choses, que ce soit des contraintes physiques ou des contraintes émotionnelles, et s'y adapter de façon tout à fait différente et réagir de façon tout à fait différente. Pourtant, l'épine irritative et le traumatisme, il est le même chez les deux. C'est la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter. Et cette capacité, elle est liée notamment à cet état d'hypercortisolémie et ce process inflammatoire. En fait, il faut comprendre que nos cellules, il y a que trois choses qui vont les enfin, il y a principalement trois choses qui vont les enflammer et qui vont générer ces troubles émotionnels, ce déséquilibre ensuite derrière qu'il peut y avoir, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, notamment sur les protéines animales, avec ces toxines et les protéines animales, c'est l'encrassement de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est notre second cerveau. C'est 95, c'est une glande endocrine, l'intestin grêle, qui fabrique 95% de notre sérotonine, une des 4 hormones, un des 4 neurotransmetteurs du bonheur. Sérotonine, ocytocine, dopamine et endorphine. Et dès qu'on est sur une alimentation qui n'est pas équilibrée, notre intestin grêle, il part en live, il part en croix, et notamment par ses apports en pesticides et par ses apports en protéines animales. Les pesticides, c'est fait pour quoi à l'extérieur? C'est fait pour tuer les bactéries. Quand ça arrive dans notre intestin grêle, c'est jour de fête, hein, ça tue 500 000 milliards de bactéries. Donc, c'est le stock qu'on a à peu près. On a 10 fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. C'est pour dire, et ces bactéries, c'est notre microbiote. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre. On retire les bactéries d'un intestin d'un être vivant, il meurt. Ce sont ces bactéries qui génèrent notamment notre sérotonine, nos défenses immunitaires et qui permettent les échanges dans ce fameux intestin dont on parlait tout à l'heure. Donc, l'alimentation a un rôle protéinique, pesticides, etc. Mais surtout, les trois choses qui vont générer le plus d'inflammation cellulaire qui va se retransmettre par des problèmes émotionnels, par des problèmes neuro-hormonaux, par des problèmes même neurovégétatifs, tout le système sympathique, parasympathique, etc., au travers du diaphragme, du psoas, du diaphragme, etc. Vous savez, l'être humain, c'est extraordinaire. Hein. L'être humain, c'est une machine. Une Ferrari à côté, c'est rien. L'être humain est beaucoup plus complexe, beaucoup plus beau, beaucoup plus puissant qu'une Ferrari, avec la plus belle des voitures. Et le truc absolument extraordinaire dans l'être humain, c'est que tout fonctionne ensemble. Il n'y a pas une chose qui n'ait pas un impact sur tout le reste. C'est une loi universelle. C'est l'aspect vibratoire dont on parle beaucoup. Tout fonctionne ensemble. Tout est unité. Et dans le corps, pareil, comme notre place dans l'univers, tout est unité dans le corps. Et les trois vecteurs qui vont générer le plus de dysfonctionnement cellulaire, ça reste la carence en oxygène. Ça, c'est pas nouveau. On sait aujourd'hui que vous prouvez quelqu'un d'oxygène. J'en ai parlé sur le précédent webinaire sur la respiration. L'hypercortisolémie et l'acidose cellulaire. Ce sont les trois vecteurs qui vont faire que l'être humain désadapte. Si en plus de ça, alors, juste, il faut comprendre, tout ça, ce que je dis, c'est 80-90% de la population. Et imaginez quelqu'un qui a des toxines, qui est déshydraté, qui en plus est en hypercortisolémie et sur un terrain complètement acide, qui a déjà les 4 premiers, c'est catastrophique, sa capacité de pouvoir s'adapter émotionnellement, physiquement, dans une entreprise, dans le sport, dans quoi qu'il fasse,
va être énormément perturbé et il n'en a même pas conscience. Et quand il n'arrive pas et que les pathologies arrivent, eh ben, je les vois arriver au cabinet. Les gens viennent en disant, oh, ben, je me suis fait un lumbago, mais comment vous avez fait ça? Oh, ben, c'est mon lit qui est trop mou. Ah, ben, je me suis fait un torticolis, mais comment tu t'es fait ça? Ben, c'est parce que j'ai dormi à plat ventre. Ah, mais j'ai mal à mon épaule et j'ai une tendinite ici, là, au coude. Mais comment tu t'es fait ta tendinite? Ah, non, mais c'est ma raquette qui est pas bien réglée, elle est un peu trop tendue ou un peu trop molle, ou le manche est trop petit, etc. C'est toujours la faute à. Il y a toujours une responsabilité extérieure. Et les gens ne sont même pas dans cette conscience que s'ils ont tous ces mots, que ce soit des mots émotionnels, que ce soit des mots physiques, posturaux, etc., c'est bien sûr de par la contrainte extérieure, qu'elle soit donc émotionnelle ou qu'elle soit posturale ou physique, la raquette, le lit ou l'engueulade avec son conjoint. Mais c'est tout ça sur un terrain. Et s'il n'y a pas le terrain, le même conflit émotionnel ou postural n'aura pas du tout le même impact. Et c'est ça qui est très important dans cette vie. Merci beaucoup pour tout ce développement, Silver. Il nous reste un dernier fondamental, à côté encore une fois de l'hydratation, de l'apport toxinique, de l'équilibre acido-basique et de l'index glycémique. Il y a un dernier fondamental à voir. Et pas des moindres. Vous savez, c'est surprenant de constater que en France, dans notre pays, une majeure partie de la population, plus de 60% de la population souffre de troubles du sommeil. Et ça devient presque une normalité, on va dire. Je me réveille toutes les nuits entre 1h et 2h du matin, entre 1h et 3h du matin, mais c'est normal, ça a toujours été comme ça. Je dors, mais je récupère pas, je suis de plus en plus fatigué. J'arrive pas à dormir 8 heures par jour, 7 heures par jour, 6 heures par jour, je dors que 4 heures, etc., etc. Et ça devient presque une normalité. Et forcément, on comprend que plus ce sommeil est perturbé, plus on a de troubles du sommeil, moins on récupère au travers d'insomnie ou au travers de réveil entre 1h et 3h du matin. Il faut savoir, 1h, 3h du matin, c'est l'heure à laquelle notre foie se régénère au niveau cellulaire. Donc forcément, ça travaille, le métabolisme travaille. Quand on se réveille dans ces créneaux-là, quand on se réveille, quand on n'arrive pas à dormir, ou quand on dort tout simplement, mais qu'on récupère pas et qu'on est de plus en plus fatigué, les risques de partir en burn-out, en stress, les risques de désadapter par rapport à des situations émotionnelles en entreprise, dans le sport, peu importe, dans sa vie de tous les jours, dans ses relations avec les autres, le risque de déclencher des pathologies, de se faire mal, de se faire des lumbagos, des torticolis, des tendinites, etc., sachant que toutes ces pathologies sont aussi liées à des schémas émotionnels derrière, le lien est vite fait, les risques augmentent considérablement, tout simplement parce que le corps n'arrive plus à s'adapter par rapport à la fatigue et à la non-réactivité. Et ce 5e pilier est pour moi directement lié à cette désadaptation. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des aliments c'est la loi des aliments dissociés, le 5e pilier. Il y a des aliments qui sont pas faits pour être mangés ensemble, tout simplement. C'est pour manger une protéine animale, les fameux 15-20% de protéines animales, il faut qu'elle soit, vous l'avez compris tout à l'heure, au travers de l'estomac, il faut qu'elle soit dans un milieu et dans un environnement acide. Or, pour manger des céréales, les céréales ne sont digérables que dans un environnement alcalin. Et notre corps, notre système digestif ne peut pas être les deux en même temps. Et quand on mange quelque chose qui nécessite un milieu acide, un milieu alcalin, par exemple des spaghettis bolognaises ou des pâtes au tofu, peu importe, un sandwich jambon-beurre, jambon-fromage, une pizza, une crêpe, enfin bref, tout ce qu'on mange au quotidien, du poisson avec du riz, etc., du poulet frites, bref, ce qu'on mange au quotidien. Quand on mange comme ça, notre corps ne va pas pouvoir digérer à la fois la protéine et à la fois la céréale, enfin l'hydrate de carbone. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Au lieu de digérer en 3 heures, 4 heures de temps, ce qui est la norme, mon corps va mettre 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures pour pouvoir digérer. Il va ralentir sa digestion, le transit va être ralenti, le travail va se faire pendant des heures et des heures. Alors quand je mange comme ça à midi, ça va, je peux. Par contre, quand je mange comme ça le soir, avant d'aller me coucher à 20 heures, mon corps, je vais aller me coucher ensuite. Mais mon corps, lui, continue à travailler pour pouvoir digérer, Il va continuer à travailler. Et pour peu que je sois dans cette phase de sommeil superficiel moyenne, dès que les cellules de mon foie vont se réveiller vont s'activer pour pouvoir se régénérer, clac, je vais ouvrir les yeux et là, le mental reprend le dessus, il revient à grand galop
Et là, le mental reprend le dessus et je commence à avoir du mal à me rendormir si je fais pas taire ce mental avec des techniques qu'on peut voir après. Hein. Comment vous qualifiez ce dernier fondamental, Silver? Excusez-moi de vous Alors, interrompre. c'est fondamental sur la loi de la dissociation. Loi de la dissociation. Merci beaucoup de la précision. Je vous en prie. Et en fait, excusez-moi, je vais éviter de taper sur la table, ça bouge. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très très compliqué de dissocier pour beaucoup de gens, parce que du coup, dissocier, ça veut dire qu'on peut plus, on se coupe de toute vie sociale. On va plus manger au restaurant, on fait plus venir la famille, on voit plus les amis parce que, ou alors on est invité une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois on dit oh là, Silver, il mange jamais de viande, il mange pas ci, il mange pas ça, il faut dissocier machin. On l'invite plus, comme ça on n'a plus de problème. Et le truc c'est qu'on a tendance à se couper. Donc c'est compliqué dans une vie sociale, environnementale que l'on a, de pouvoir respecter ce type on va dire de règles alimentaires. Vous-même, Silver, comment faites-vous, vous, dans votre quotidien, du coup? Alors moi, je travaille beaucoup, je suis très souvent absent et je suis absent à peu près 4 jours par semaine de chez moi. Je pars en déplacement, je vais chez des clients, j'interviens dans les entreprises, que ce soit partout en France ou en Suisse. Je me déplace énormément. J'ai une grande partie de mon activité sur Suisse. Je me déplace énormément, donc très souvent, je dors à l'hôtel. Et quand je dors à l'hôtel, je déteste manger seul. Donc c'est quelque chose qui m'est propre, j'aime bien. Et pour éviter de dissocier, d'associer, je veux dire, le soir, bah, tout simplement, je jeûne. Je fais des jeûnes le soir. C'est-à-dire que je respecte des jeûnes de 17 heures à peu près. Donc, j'évite de manger le soir. Par contre, quand je rentre chez moi 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine, peu importe, si je suis absent que 3 jours, quand je suis chez moi, je ne me coupe absolument d'aucune vie sociale. Je mange avec les amis, je mange avec mon épouse, avec la famille, avec mon fils qui vient de Genève, etc., etc. Et donc, ou ma fille quand elle vient de Berlin. Et donc, je vis une vie normale. Par contre, je m'astreins 3 jours par semaine minimum à retirer les protéines animales, le soir de mon alimentation. C'est-à-dire, je mange non protéiné. Voilà. Écoutez, brillant. Tout le monde peut le faire. Brillant, merci beaucoup, Silver. On va revenir vers vous, bien sûr. Mais alors maintenant, moi, ce que nous aimerions tous, c'est entendre Béatrice. Vous êtes là avec nous. Vous avez donc été sportive de haut niveau. Aujourd'hui, vous êtes toujours sportive, je l'ai dit. Alors, reprenons, si vous le voulez bien, d'abord votre parcours. 14 ans, comme je le disais, vous démarrez, vous avez vraiment de très très bonnes dispositions avec votre sœur jumelle. Natation d'abord, la piscine est tout près de la maison. Ensuite, vous commencez à courir et ça c'est votre frère qui vous dit mais viens faire de l'athlétisme avec nous. Et là tout de suite, vous avez les premières compétitions qui sont gagnées au niveau régional. Vraiment, vous êtes doué, si je puis dire, mais en même temps vous avez une volonté farouche de pouvoir y arriver. Et puis ensuite vient le triathlon. C'est une discipline nouvelle à l'époque. Elle vient des États-Unis. Vous vous lancez dans le triathlon et là vous partez aux États-Unis. Ce que nous aimerions que vous nous expliquiez, c'est à la lumière de ce que vient de dire Silver, si nous prenons l'hydratation, qu'est-ce que ça a donné chez vous dans tout votre parcours? Dites-nous. Ouais, l'hydratation, quand on s'entraîne, c'est en permanence qu'on a toujours un bidon sur le vélo ou en tout cas une petite fiole en courant parce que maintenant je fais du trail. Mais je vais prendre un exemple, caractéristique, c'était l'Ironman d'Hawaï. Hawaï, il faut bien situer, c'est 40 degrés de température, 80% d'humidité, donc c'est très humide. Et du coup, le risque quand c'est très humide dans un endroit pareil, on aurait tendance à pas trop boire parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Et sur un Ironman, on a vu les distances tout à l'heure, pour moi c'était 9h, 9h30 d'effort, on perd jusqu'à 12 litres. Donc il faut boire énormément. Et vu qu'on n'est pas forcément tenté de boire parce qu'on est tellement captivé, motivé par sa course, moi j'avais mis mon timer sur ma montre toutes les 5 minutes pour boire un petit peu. L'idée c'était de boire à chaque fois des petites gorgées pour que ma salive puisse envelopper la gorgée d'eau pour pouvoir mieux assimiler l'eau. Parce que c'est vrai que je sais plus si c'était Socrate qui disait il faut boire ce qu'on mange et manger ce qu'on boit, dans le sens où on sécrète beaucoup de salive et pour que cette eau soit mieux assimilée, il faut la boire, l'envelopper de salive, en tout cas boire des petites gorgées. Donc ça, c'était une chose. Donc je m'astreignais à boire des petites gorgées très régulièrement, sachant qu'au bout du compte, j'arrivais jamais à boire les 12 litres que j'avais perdus, mais quand même, on limitait à la casse.
Et puis alors un truc quand même, une anecdote, marquante, mais à Hawaï, quand j'avais préparé ma course, j'avais rempli mes bidons sur mon vélo avec de l'eau d'évian. Bien sûr, en Haute-Savoie, on boit de l'eau d'évian, donc j'avais acheté à grand prix, parce que Hawaï, acheter de l'eau d'évian, c'est quand même pas, c'est pas donné, de l'eau d'évian pour remplir mes bidons. N'empêche que la course est très longue, donc on bénéficie de ravitaillement tout au long du parcours. On appelle ça des aid stations. Et donc là, on prend l'eau et la nourriture que nous donne l'organisateur. Et sur l'île d'Hawaï, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de source. Du coup, l'eau est déminéralisée. Enfin bref, c'est une eau qui est insipide au possible. Moi, j'ai continué à boire, du coup, à prendre de l'eau sur ces ravitaillements. Et je commençais à être ballonnée, hein, en tout cas sur la partie vélo, j'étais vraiment ballonnée. J'avais l'impression de pas pouvoir digérer l'eau qu'on me donnait. Et j'avais même mal aux reins, enfin en tout cas, je sais pas, mal au bas du dos, au départ course à pied. Bon, la course s'est bien passée finalement, mais j'ai été ballonnée et je me suis demandé ce qui s'était passé et j'ai compris en discutant avec des Européens qui avaient l'habitude de faire cette course que quand ils prenaient de l'eau, ils rajoutaient à chaque fois du sel ou du bicarbonate parce que ces eaux qui sont complètement vides de tout minéraux, nous Européens, en tout cas moi française, j'avais pas l'habitude de digérer ça et mon organisme, il faisait un peu barrage. Et inversement, les Américains, je sais que quand ils venaient courir en France, ils avaient du souci parce qu'ils trouvaient que nos eaux, hein, les eaux minérales qu'on a en France, pour eux, c'est très difficile à digérer. Voilà. Donc voilà, cette anecdote de l'eau, ça a été. Moi, j'ai eu des ballonnements et des difficultés à digérer de l'eau, parce qu'il faut bien se dire aussi que quand on est en plein effort, la disponibilité du type digestif, elle est pas forcément à 100%. Évidemment. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Sylvain, un commentaire. Oui, j'ai un petit commentaire, petit, j'aime pas le terme petit, donc un grand commentaire à faire concernant ce que dit Béatrice, et j'aime rebondir là-dessus. Elle a bien parlé de manger son eau, c'est-à-dire de l'envelopper de salive. Pourquoi? Parce que la salive est un des premiers, l'amylase salivaire est un des premiers alcalinisants qui va venir calmer les inflammations cellulaires, les inflammations intestinales notamment. Notre intestin grêle est un pH légèrement alcalin. Or, le problème, c'est que très très souvent sur les forts notamment, il est acidifié. Et pourquoi en plus le bicarbonate, et le bicarbonate, on comprend très bien par rapport à ce pH, à cette notion d'équilibre acido-basique, le bicarbonate est un alcalinisant majeur qui vient venir désacidifier notre milieu cellulaire. Et quand on est sur des épreuves extrêmes, comme peut-être un Ironman, on est dans un état d'acidose plus. Et le bicarbonate vient désacidifier tout ça. Donc, les deux actions combinées, amylase, manger, son hydratation. Le gros danger, c'est quand on prend et qu'on boit. Le corps ne vient plus assimiler, il vient plus intégrer au travers de l'amylase, comme toi tu le faisais. Et donc, du coup, on va drainer. Et là, catastrophe. Parce que du coup, on se retrouve avec des vessies pleines et on se retrouve avec un besoin, quand on a trop d'eau, un besoin de sortir. Alors, Béatrice, le dernier fondamental qu'a expliqué, qu'a décrit Sylvain, c'est la dissociation des aliments. Est-ce que lorsqu'on est sportive, lorsqu'on est dans des performances, vous pratiquiez ça aussi, de façon empirique ou de façon extrêmement précise, organisée? Alors, c'est pas si évident que ça, parce que quand on fait notamment les Ironman, en tout cas sur de longues distances, il faut pas manger que des aliments sucrés, pas que des barres énergétiques, par exemple. Il faut aussi qu'il y ait des graisses, il faut aussi qu'il y ait des protéines, parce que sinon, le corps commence à manger son muscle. Voilà, il faut aller chercher des nutriments. Du coup, il faut avoir une alimentation équilibrée, protéines, glucides et lipides. Mais je vais pas rentrer sur le détail de tout ça. Sur cette dissociation, je vais juste donner un exemple parce que pour moi il est parlant. Maintenant, je suis addict de ski de randonnée, voilà. Et en ski de randonnée, on fait des grandes bandées chez nous. Et si à la pause déjeuner, je mange un sandwich, par exemple, je m'aperçois que j'ai vraiment du mal à repartir. Ça me plombe, alors que si je mange des lentilles, juste des lentilles, voilà, j'ai l'impression que je suis assez légère et du coup je peux repartir et j'ai tout de suite de l'énergie disponible. Et par contre, voilà, il suffit que je fasse un mélange, voilà, quand je dis sandwich parce que c'est du pain, du jambon ou autre chose,
et si je mange que des lentilles, je vois vraiment la différence en fait, hein, entre manger dissocié peut-être, ou après il y a peut-être une question aussi d'indice glycémique. Hein. Alors, Enfin, pendant toute votre, juste avant de prendre le commentaire de Silver, pendant toute votre période de compétition, 13 années de compétition quand même, euh, vous étiez accompagné par une personne comme Silver ou pas? C'est-à-dire, vous aviez quelqu'un qui vous disait, mais tu sais, il faut que tu fasses, ou bien vous y êtes allé de façon empirique là encore? J'ai eu la chance d'être accompagnée par un éminent spécialiste de la discipline de la nutrition, en tout cas, qui s'appelle Denis Richer. Et c'est vrai que Denis Richer nous avait bien briefé, parce que j'ai fait des erreurs et j'aime bien. Enfin, je vais raconter cette petite anecdote. Quand on faisait un break au mois de décembre généralement et on reprenait le vélo au mois de janvier. Et donc, on avait toujours pris 1, 2, 3 kilos qu'on voulait perdre. Alors, on se disait, allez, on va faire du vélo. Et surtout, on met rien dans le bidon, mais juste de l'eau. Parce que comme ça, on va puiser dans nos graisses. Hein, il y en a beaucoup de personnes qui ont l'envie de perdre du gras. Alors, du coup, ils se disent, allez, on va faire du sport, mais surtout, on mange pas. Et grave erreur, parce qu'en fait, dans le bidon, je mettais que de l'eau. Et au bout de 2 heures d'effort, en fait, mon corps rentrait en hypoglycémie, hein, en tout cas pas assez de sucre. Et du coup, j'étais vulnérable. En tout cas, c'est ce que j'ai appris avec Denis Richer, que du coup, mon système immunitaire d'un seul coup chutait. En tout cas, le fait de pas avoir suffisamment de sucre dans le sang faisait que j'étais plus vulnérable. Et c'est vrai que l'hiver, une moindre petite sortie avec que de l'eau dans le bidon, un petit virus qui passait par là, je rentrais, j'étais enrhumée. Voilà. Alors qu'en fait, il suffisait de mettre un petit peu de maltodextrine ou du glucose, enfin du fructose. À l'époque, on mettait du fructose. Maintenant, on mettrait autre chose dans le bidon. Tout de suite, on avait notre glycémie qui était constante et du coup notre système immunitaire, on en parle beaucoup actuellement du système immunitaire, faisait que j'avais pas de chute de glycémie et du coup mon système immunitaire était ad hoc et je prenais pas froid. Silver, voilà. Je vous donne la parole bien sûr pour le commentaire en ajoutant simplement la précision que vous avez donnée tout à l'heure, c'est que tout ce que nous dit Béatrice et qui concerne ici, encore une fois, ses exploits, ses efforts, c'est dans notre vie quotidienne également. Vous l'avez dit tout à l'heure, je tiens à le rappeler. Votre commentaire. Oui, tout à fait. C'est ce que cite Béatrice dans son expérience et dans son vécu. C'est quelque chose qu'on peut vivre à tous les instants de notre vie. Parce que je prends quelqu'un, par exemple, qui est dans une activité, je connais des gens et je forme des gens qui ont des activités, qui travaillent dans des usines, dans des chaînes, dans des sociétés où en fait ils sont tout le temps en train de solliciter 8 heures, 9 heures par jour, sollicitation physique, pas qu'émotionnelle, mais physique, etc. Ces règles sont les mêmes pour ces personnes-là que pour quelqu'un qui va, comme Béatrice, avoir une activité extrêmement élevée. Je veux juste rebondir sur 2 choses. L'importance de mettre tout simplement de lutter contre cette, on va dire, tu parlais de glycémie tout à l'heure. C'est ce qui nous permet de donner de l'énergie à notre corps, c'est tout à fait d'accord. Mais c'est sur quelque chose que tu as dit juste avant. Tu as parlé donc d'apports protéiniques. Les apports protéiniques dans des sports extrêmes comme l'Ironman, c'est bien évidemment, on le sait, c'est au travers de la protéine qu'on va lutter déjà dans la vie de tous les jours et dans notre avancée en âge, on va lutter contre la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire grâce aux apports protéiniques. On le voit dans les maisons de retraite, on est très souvent dans une alimentation surprotéinée pour éviter justement cette perte de masse musculaire. C'est la même démarche dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on est dans un sport de l'extrême, dans un sport professionnel et qu'on doit booster sa puissance musculaire, c'est forcément au travers de la protéine. Cependant, petit conseil que je donne, je ne sais pas si on te l'avait donné à l'époque, Béa, mais petit conseil que moi je donne aux sportifs quand je les accompagne, c'est dès qu'on est dans cette surcharge protéinique, et d'ailleurs j'ai écrit un article là-dessus sur le mythe des protéines sur mon blog, dès qu'on est dans cette surcharge protéinique pour pouvoir booster cette masse musculaire et avoir le résultat escompté, la puissance escomptée, il faut impérativement derrière, c'est bien de le faire, mais il faut impérativement derrière venir désacidifier
au travers de compléments alimentaires, au travers d'apports en citrate, de magnésium, etc., pour venir désacidifier ce milieu cellulaire. Et c'est notamment ce que tu faisais avec le bicarbonate. Enfin, ce que font les sportifs avec le bicarbonate. Béatrice, je rappelle aussi que vous avez rencontré Silver il y a 3 ans. Et au contact de Silver, quelles sont finalement les choses dont vous vous êtes rendu compte et qu'on vous avait pas expliqué? Bon, vous aviez vécu énormément de choses, vous étiez organisé. Je n'ai pas dit que vous étiez ignorante, mais Silver a un don pour expliquer les choses qui fait que vous avez redécouvert plein de votre propre histoire. Oui, parce qu'en fait, on parle de choses faites de manière empirique, surtout qu'il y a 20 ans en arrière. Bon, moi, j'ai fait l'Ironman en 1995, l'Ironman d'Hawaï, et puis les Jeux Olympiques en 2000. Donc, c'était il y a 20 ans en arrière. Et depuis 20 ans, ça a énormément évolué les connaissances, hein, notamment tout ce qui est neurosciences, etc. Et du coup, on n'avait pas encore ces explications à l'époque. Et même si je suis très curieuse par nature, je faisais les choses beaucoup de manière empirique, même si à un moment donné, on avait été accompagné avec l'équipe de France par ce nutritionniste Denis Richet. On faisait quand même les choses vraiment par l'expérience, hein, d'abord par l'expérience, et puis on n'avait pas les explications. Par exemple, je donne une anecdote, mais le Coca-Cola, excusez-moi de citer la marque, mais c'était quelque chose qu'il y avait sur tous les ravitaillements dans les courses. Et moi, je sais que j'avais une sacro-sainte peur du Coca-Cola parce que je savais que si je commençais à en prendre, derrière, ça faisait beaucoup d'énergie. D'un seul coup, c'était super, c'était presque euphorisant. Mais si après j'arrêtais, j'avais une chute, une baisse de régime impressionnante si je continuais pas à continuer à consommer du Coca-Cola. Donc, je sais que sur les courses, j'attendais, si je devais en prendre, j'attendais toujours le dernier ravitaillement, presque pour la ligne d'arrivée pour pouvoir consommer ce sucre-là. Parce que sinon, il y aurait, du coup, ce que j'ai compris, une hypoglycémie réactionnelle. Voilà, hein, c'est des choses que, voilà, on arrive à mettre des mots maintenant, mais à l'époque, c'était un peu empirique, voilà. Non, mais c'est formidable ce témoignage finalement pour vous, Silver. Vous avez en face de vous vraiment la preuve absolue de ce que vous avancez de façon abstraite. Quand j'ai rencontré Béatrice, et c'était une très très belle rencontre, et le hasard fait très très bien les choses, au travers d'une personne, une relation commune, pour travailler ensemble sur des projets. Et la première chose, bien sûr, dont on a parlé, c'est de l'alimentation. Je crois qu'on était en voiture, on montait à Hauteville et ensemble et on parlait d'alimentation. On a parlé d'alimentation quasiment tout le temps. Et en fait, c'est magnifique parce que on échangeait au travers de son expérience, de moi ma vision. Elle prenait conscience des choses. Moi, j'adaptais par rapport à ce qu'elle me répondait. Et en fait, ça a été voilà, ça a été une vraie belle découverte, Béatrice et moi. Enfin, moi, je la vois comme ça. Et surtout, ça vient ancrer, on va dire, ma vision derrière de la gestion de l'humain. Et encore une fois, je le redis, hein, c'est notre vie de tous les jours, c'est du sport. C'est du sport pour notre cerveau, c'est du sport de haut niveau. Je veux dire, c'est un besoin, c'est un besoin en protéines, en glucides, en lipides, etc. Et le problème, c'est que ce besoin-là, mais les gens n'ont pas la conscience et n'utilisent pas les bons glucides, n'utilisent pas les bonnes protéines et n'utilisent pas les bons lipides. Donc là, c'est... Béatrice, aujourd'hui, comme je le disais, vous avez quitté la compétition, mais vous êtes toujours une grande sportive et vous aimez toujours faire des ascensions, par exemple, ou des grandes randonnées, ou des courses, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, votre alimentation a changé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous consultez Silver de temps en temps pour lui dire, tiens, dites-moi un peu dans tel cas, que dois-je faire? Alors oui, mon alimentation a beaucoup changé, beaucoup évolué. Je me tourne de plus en plus vers quelque chose qui s'approche du végétarien. En tout cas, même si je suis pas intégriste, hein, je mange de tout. Et en bonne savoyarde, ça m'arrive aussi de manger une bonne raclette, une bonne fondue. Mais c'est vrai que par exemple, j'essaye vraiment. J'ai supprimé tous les laitages. En tout cas, tout ce qui était les laits de vache, je prends que des laits végétaux et encore une fois de temps en temps du fromage de chèvre ou de brebis. Et ça, c'est sur les conseils de Silver, par exemple. Voilà, la viande, j'ai bien conscience aussi. J'avais déjà
entendu parler des effets toxiniques, mais là, avec Silver, c'est flagrant. Enfin, une fois qu'on a compris, j'ai encore lu son ouvrage, l'impact de ces toxines sur notre santé, c'est vrai qu'on est moins enclin à manger de la viande. De temps en temps, je me fais un tartare quand même, hein, mais c'est de la bonne viande. Ça va faire plaisir de temps en temps quand même. Je m'interdis rien, mais voilà, un peu comme si je fais des jeûnes de temps en temps. Voilà, je fais attention en tout cas. Voilà. Pour nous qui ne sommes pas des grands sportifs, je parle pour moi en tous les cas, pas des grands sportifs, bon, on se remue un peu, mais vous dites attention dans votre vie active, franchement, pour le cerveau, ces activités-là et les stimulations que vous avez s'approchent quand même de rythmes importants. Quels seraient les conseils, un ou deux conseils à donner, parce que ça, ce sont des questions qui reviennent, notamment sur l'alimentation, sur régime, comment maintenir son poids, comment mincir éventuellement, ça revient souvent. Alors, c'est quelque chose, mon avis à moi. Je suis pas un fan des régimes. Je suis un fan de l'alimentation équilibrée sans excès, mais je suis certainement pas un fan des régimes parce que, par expérience, j'ai travaillé pendant longtemps en tant que kiné, physio, notamment sur des amincissements et des accompagnements de perte de poids sur des patients en surcharge pondérale, voire des fois des surcharges pondérales plus. Et chaque fois qu'il y a eu on va dire un déséquilibre dans l'alimentation qui était lié à un régime, parce que les régimes, en règle générale, sont assez déséquilibrants, que ce soit un régime cétogène, un régime Dukan, un régime... pour moi, les seuls régimes qui soient véritablement équilibrés, ce sont les régimes type méditerranéen qui va avoir une alimentation un petit peu variée, avec une prédominance, etc. Mais je fais très attention au régime. Et pour moi, la chose la plus importante, pour moi, la clé fondamentale, notamment pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est principalement de travailler sur les index glycémiques. J'ai souvenir d'une personne que je fréquentais à l'époque, qui était un garçon extraordinaire, qui avait une connaissance extraordinaire, qui s'appelle Bruno Lacroix, qui a toujours une connaissance extraordinaire, que je cite parce que ce monsieur m'a appris énormément. C'est un nutritionniste, on va dire, un biochimiste qui a fait sa fac de nutrition à l'UCLA à Los Angeles et qui ensuite a staffé et a coaché les plus grandes stars de la planète, jusqu'à des présidents, notamment Demi Moore, des gens comme ça. Et lui travaille principalement sur cet index glycémique et il me disait, mais je me mets au défi de faire maigrir quiconque avec une alimentation à un index glycémique adapté et adaptable. Et c'est vraiment l'index glycémique parce que quand on passe son temps à mettre son corps en hypoglycémie réactive, forcément, que fait le corps? Dès qu'on va lui apporter le moindre petit glucide sous quelque forme que ce soit, dès que vous mettez le corps en situation de manque, le corps, il n'est pas bête, hein, le corps, c'est sa survie qui en dépend. Notre cerveau reptilien, son rôle majeur, c'est de nous garder en vie. Donc, si on le prive de quelque chose dont il a besoin, dès qu'on va l'absorber un tant soit peu, notre corps va venir immédiatement transformer ça pour pouvoir survivre. Et donc, du coup, on va stocker énormément dès qu'on met en carence, donc dès qu'on met en hypoglycémie. Et l'index glycémique, pour moi, est la base de l'alimentation équilibrée. Je me souviens que dans le cours de ce webinaire, Silver, vous avez dit, je reviendrai sur le HLA-B27, la spondylarthrite ankylosante. Je dois dire quelque chose. Sur l'épigénétique, oui. On sait au jour d'aujourd'hui que 85% de nos gènes sont des gènes inactifs, ce que Joël de Rosny appelle et les scientifiques appellent le junk DNA, l'ADN poubelle. Et que seulement 15% de nos gènes sont des gènes actifs sur tout l'ensemble de notre chaîne ADN. Seulement 15% sont des gènes actifs. Et ce sont ces 15% de gènes actifs qui vont déterminer notre génotype et notre phénotype. Et on sait au jour d'aujourd'hui, depuis début des années 2000, c'est la révolution scientifique des 15 dernières années, que en fonction de notre alimentation, majoritairement, mais plus que tout, et l'alimentation est liée à ça au travers notamment de notre intestin grêle et de la sérotonine, au travers des pensées positives ou négatives que l'on a. Donc, le lien entre émotion, alimentation, au travers donc de notre intestin grêle, qui est quand même l'organe phare de notre digestion. On sait qu'au travers de nos pensées positives et négatives, qui sont en grande partie déterminées par nos taux de sérotonine,
on sait qu'on va désactiver des gènes actifs et réactiver des gènes inactifs. C'est-à-dire qu'on va modifier non pas notre chaîne ADN, parce qu'elle est immuable, mais on va modifier le codage interne de notre chaîne ADN en désactivant et en réactivant. Un petit peu, j'adore la métaphore de Joël de Rosset qui compare ça à un livre de cuisine sur un plateau télé. Quand il passe sur un plateau télé, l'image est très significative. Et en fait, on comprend mieux qu'au travers de notre alimentation, on peut, un gène HLA-B27, on peut le désactiver et réactiver des gènes inactifs. La pathologie disparaît, les symptômes, la symptomatologie disparaît. Pourtant, le gène est toujours présent, sauf qu'il n'est plus actif. Et ça peut être comme ça pour plein de pathologies, on va dire. Et donc, nous ne sommes pas, comme j'aime à citer Bruce Lipton, nous ne sommes pas victimes de nos gènes, nous sommes maîtres de nos vies au travers de notre environnement, au travers de notre alimentation et surtout de nos modes de pensée, positifs ou négatifs. Alors, ce webinaire, dans quelques heures, vous allez le retrouver, bien sûr, en replay. Vous le retrouverez à la fois sur le site Bibouda, vous le retrouverez également sur la chaîne YouTube. Vous aurez évidemment, Silver, des centaines de questions. Et sur les centaines de questions, parce qu'en plus, ce soir, le chat, il est bloqué. Bon, c'est comme ça. Avec ces centaines de questions, qu'allez-vous faire? Alors, j'ai prévu, il faut que j'en parle avec Béatrice, mais pourquoi pas, de répondre à plein de questions, on va dire, à toutes ces questions qu'il y a eu au travers du webinaire, mais au travers de capsules vidéo qui seront mises en ligne sur Bibouda, faire des petites, je sais pas si Béatrice, tu es d'accord pour qu'on puisse le faire ensemble, le programmer, l'organiser, faire des petites capsules vidéo qu'on pourra mettre de 3, 4, 5, 10 minutes, qu'on pourra mettre sur le site de Bibouda pour répondre aux questions, parce qu'il n'y a rien de plus, on va dire, contrariant. Frustrant, bien sûr. De plus frustrant que de poser des questions et pas avoir de réponse. Voilà. Et le but, c'est de répondre je vais peut-être pas à tout le monde, mais au maximum de questions, parce que sur 6000 personnes, vous imaginez que des questions, il y en a, mais alors à foison. J'espère qu'il n'y en a pas 6000, parce qu'on va avoir, c'est pas une capsule qu'on va faire, c'est 5000 capsules. Mais par contre, répondre aux questions le plus possible, sachant que très souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent. Oui, bien sûr. Sur le gluten, sur l'hydratation, c'est toujours des questions qui reviennent. Merci beaucoup, Béatrice. Merci beaucoup, Silver. Donc ça, c'est premier cadeau. Deuxième cadeau, vous savez, vous tous qui suivez Bibouda régulièrement, et pour vous qui y venez pour la première fois, sachez que chaque invité de webinaire vient avec un cadeau. C'est-à-dire avec une offre spéciale, une offre que les fidèles connaissent bien. Ce soir, l'offre spéciale, c'est la suivante. C'est que Silver, vous proposez, si j'ai bien compris, les clés de la performance sportive appliquée au quotidien. De quoi s'agit-il exactement? C'est-à-dire, on bénéficie de quoi? De semaines de coaching, de vidéos? Expliquez-nous. Non, c'est une formation qui a été faite il y a 21 capsules vidéo, il y a 5 modules qui va donner ces clés de la performance. En fait, la formation s'appelle Sport et conscience. Donc le titre laisse supposer que ça ne s'adresse qu'aux sportifs. C'est absolument pas le cas. C'est une formation qui donne les clés des sportifs justement pour tout le monde, pour performer sa vie de tous les jours. Pas que notre vie professionnelle ou sportive, sa vie de tous les jours. Et en fait, ça va aller chercher les clés dans les différents domaines, le domaine physiologique, donc avec l'alimentation, la respiration, l'hydratation, mais à chaque fois en donnant des clés, en donnant des exercices, en expliquant, mais il y a tout le long, en fait, il y a des cahiers avec des exercices pratiques, avec des choses à faire, etc., avec des audits internes, c'est assez intéressant. Et puis sur les schémas neuro-émotionnels, et puis sur la posture, et puis sur les neurohormones, et puis sur les schémas, on va dire, de pensée positive, négative, sur la communication qu'on va avoir avec les autres, mais avec soi-même. Et à chaque fois, il y a des exercices sur les valeurs, sur les croyances, sur les peurs qu'on va avoir. Et à chaque fois, il y a des prises de conscience avec des exercices pratiques. Et tout le long avec des exercices aussi pratico-pratiques, des vidéos, des capsules pratico-pratiques sur la respiration, sur les étirements, sur le stretching postural, etc., etc. Donc c'est et en vous suivant, en suivant cet accompagnement-là, on devient un peu plus ce que l'on est. Je vais pas dire un peu plus ce que l'on est, c'est qu'on se rapproche de ce que l'on devrait être, c'est-à-dire un être
Moi, j'aime à dire que la perfection n'existe pas. L'être humain est un être parfait. J'adore cette phrase qui dit l'être humain est un être parfait qui s'ignore, on va dire, un surhomme qui s'ignore. Et son seul problème, c'est qu'il n'en a pas du tout conscience. La perfection n'existe pas. Par contre, modifier des actions, prendre conscience de nos modes. Le but de cette formation, c'est pas de changer les gens, c'est de les mettre dans la conscience de ce qu'ils sont et de leur mode de fonctionnement. Parce que on ne peut changer que ce dont on a conscience. Et en fait, ça leur permet de donner des clés, d'avoir des clés, et ensuite de pouvoir changer. Moi, j'adore citer la loi de Pareto, changer 20% de leurs actions au quotidien, de leurs mécanismes de fonctionnement, mais qui vont impacter ces 20%, 80% de leur vie de tous les jours. Et c'est en changeant un petit peu que petit à petit, l'univers nous amène progressivement à changer de plus en plus sur des schémas émotionnels, sur des schémas de conscience de soi, sur la respiration, sur la méditation, enfin sur plein de choses qui vont venir se greffer petit à petit et qui vont nous amener à changer progressivement. Mais cette formation, elle a juste pour objectif de remettre les gens en conscience de la machine parfaite qu'ils sont et dont on n'a absolument pas conscience. Ça ne veut pas dire qu'on va changer et qu'on va s'approcher de la perfection, parce que la perfection est difficilement. Pour moi, la perfection, c'est un peu comme la ligne d'horizon, quoi. Plus on s'avance, plus elle recule. Mais par contre, être dans la conscience d'eux et changer les choses, ça, c'est on va dire, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut. C'est à ça que sert l'utopie. Chaque fois que l'on avance et le recul, à quoi sert l'utopie? À avancer, tout simplement. Que je dise simplement à toutes celles et ceux qui sont intéressés, je sais que vous êtes nombreux, par ce que vous propose Sylver Caron, sachez que jusqu'à dimanche minuit seulement, vous avez une offre promotionnelle sur cet ensemble d'accompagnement de vidéos, vous l'avez entendu, qui vous permet finalement de devenir en souplesse ce que nous devrions être dans notre propre nature. Voici l'offre, 172 € au lieu de 286 €. Tout à fait. D'ici à dimanche, optez, je vous en prie, pour finalement ce choix tout simple d'être soi. C'est quand même pas mal, non? C'est quand même sympa. Vous aviez une très belle phrase, vous aussi, Béatrice, qui vous tient à cœur. Et c'est une phrase, si je me souviens bien, de Kafka, non? Oui, oui. C'est que la beauté, elle ne vient pas du bas vers le haut, mais elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Vous confirmez, Sylver? Oui, si on veut changer ces mécanismes, si on veut changer ses rapports aux autres, si on veut changer la vie que l'on a autour de nous et l'environnement que l'on a et le monde autour de nous, il faut déjà changer de l'intérieur et changer ces mécanismes. Sauf que pour changer, il faut en avoir conscience. Et donc, voilà, c'est le but de cette formation, c'est prendre conscience. Merci beaucoup de donner la main ainsi à des centaines, des milliers de personnes que vous allez accompagner. Merci beaucoup de votre présence à tous les deux. Béatrice, Annecy et Sylver Caron. Vous pourrez donc les retrouver dans le replay, à la fois sur le site Bibouda, mais également sur la chaîne YouTube. Et puis, j'insiste, vous avez à votre disposition maintenant ce kit d'accompagnement extraordinaire, sport et conscience de Sylver Caron. Merci à tous les deux. Merci à vous, Thierry. Bonne soirée à vous tous. Merci, bonne soirée. Passez une très belle soirée. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire.